Je termine ma série de vidéos sur Guénon et je vous préviens, ça va piquer. Donc c'est la 5e vidéo. Dans la première, celle-ci, donc, j'avais commencé par expliquer en quoi j'étais d'accord avec Guénon. Il y a bel et bien une crise de la modernité et je suis d'accord sur l'idée, en tout cas générale, du règne de la quantité. Et moi, je rapproche ça surtout de la bureaucratie, la technocratie, et le fait que ça nous coupe de nos instincts. Ensuite, dans la deuxième vidéo, j'avais abordé la question du calcul infinitésimal, qui est le tournant que j'identifie et que Guénon identifie aussi comme étant le moment crucial, fatidique, qui nous mène à la modernité. Bien qu'on puisse faire remonter ces histoires à plus loin, notamment à la philosophie grecque, à l'Antiquité. Mais bon, grosso modo, on est assez d'accord là-dessus. L'idée que, avec Newton et Leibniz, l'invention du calcul intégral, mais aussi l'héliocentrisme, le choc que ça a été à cette époque-là, nous a fait basculer vers l'ère mécaniste, matérialiste, individualiste que nous connaissons aujourd'hui, qui a été un moteur dans la perte de spiritualité que dénonce Guénon et que je dénonce aussi. C'est-à-dire, et j'en parle dans la vidéo d'après, la 3e de la série, sur cette fameuse initiation dont il parle, sur laquelle il reste somme toute très réservé, c'est son droit après tout, mais pour moi, il s'agit des techniques de modification de son propre esprit. Les techniques, je vais simplifier en disant les techniques, mais c'est plus vaste que ça, pour accéder à un état d'esprit, à un état de conscience modifié, notamment. Et pour accéder à, alors comme le dit John Vervaeke, pour se rapprocher de la réalité. Et finalement, on est tous d'accord là-dessus, y compris Guénon, sur le sens qu'on donne à la spiritualité. C'est censé nous aider à nous rapprocher de la réalité. Et dans la 4e vidéo, j'aborde plus en détail une question métaphysique, celle du Kali Yuga. Et comment, en fait, quand on creuse un peu le sujet, il y a pas mal de poussière cachée sous le tapis de la métaphysique. Et je vous ai proposé donc une approche que j'estime être véritablement métaphysique de cette question du Kali Yuga. Donc d'utiliser cette symbolique-là de manière intemporelle, atemporelle on pourrait même dire, et je vous ai proposé de le voir aussi comme quelque chose de spatial, de géographique. Bien. Et j'avais conclu en disant, oui, certes, l'Occident s'est planté, on a oublié ce que certains appellent la science initiatique, ce que moi j'appelle les outils de la technique de la métacognition, mais l'Orient a stagné. Cette fois-ci, on va regarder son ouvrage posthume, Symbole de la science sacrée. Et j'espère mettre le clou final sur le cercueil de ce concept de tradition primordiale. Et encore une fois, je vais me baser sur les textes et dérouler mon raisonnement pour vous montrer, en gros, les trous dans la raquette de Guénon. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous aurez eu un point de vue différent. Et mon objectif, c'est vraiment de vous expliquer ce que cache ce terme de tradition primordiale. Donc la conclusion de toute cette série sera de dire ça n'existe pas la tradition primordiale et d'expliquer pourquoi Guénon a choisi ce terme-là. Il aurait très bien pu appeler ça d'une autre manière. Il aurait pu simplement parler de métaphysique, par exemple, et de dire c'est ma version, c'est mon interprétation de la métaphysique. Non, il a décidé d'appeler ça la tradition primordiale. Et de dire, voici ce qu'est la tradition primordiale. Ou en tout cas, elle s'oppose au monde moderne. Donc moi, je veux vous montrer que non, le monde moderne ne s'oppose pas à la métaphysique et ne s'oppose pas à la tradition primordiale puisqu'elle n'existe pas. Donc voilà le programme. On va parler des symboles dont il fait une étude ici, dans ce livre. Donc on va parler des symboles en général, et on va parler d'un en particulier que j'ai choisi un peu au hasard, mais celui-ci, voilà, les 7 rayons et l'arc-en-ciel. Donc on va aller regarder ce qu'il dit à ce sujet. On pourrait répéter la même étude que je vais faire sur les autres. Je ne peux pas vous garantir que ça donnerait exactement le même résultat, mais bon, voilà, vous allez voir une méthode appliquée pour voir ce qu'il y a derrière. Et donc une fois tout ça fait, je vous expliquerai ce que la modernité apporte à précisément ce champ d'étude. Je ne suis pas là pour dénigrer l'usage des symboles, ni la métaphysique, ni... alors moi je l'appelle pas comme ça, mais la science initiatique, dans le sens, la science
de la manipulation de son propre esprit. Au contraire. Donc allons-y. Première chose, Guénon suggère, enfin affirme que il y a une tradition primordiale. Alors, il y en a certains qui disent oui, c'est métaphysique, mais après, enfin, ça joue un peu sur les deux tableaux, puisque Guénon nous dit lui-même, il parle d'hyperborée, hein, donc il parle d'une civilisation antérieure qui nous aurait laissé ça, et pour lequel nous n'aurions que des traces. Et lui, il se donne comme tâche, finalement, de dire, ah ben regardez, toutes les traces qu'on a sont des fragments de cette fameuse tradition primordiale. Parce qu'il y a, derrière tous ces symboles, une unité commune, un récit commun. Donc après, c'est ce qu'il appelle les contingences. Chaque peuple a adapté cette fameuse tradition primordiale. Donc d'un côté, soit métaphysique, qui vient, on ne sait pas, d'un monde subtil, on va dire, ou qui vient d'un ancien âge dans lequel elle était mieux formalisée et surtout respectée. Mais peu importe, ça ne changera rien. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça ne changera rien à ce que je vais vous montrer. Donc, est-ce qu'il existe un mythe commun à l'humanité que l'on pourrait retrouver eh bien, dans l'histoire des différents peuples? Et si c'est le cas, alors, en remontant dans le temps, on verrait apparaître ce mythe commun qui se serait éventuellement différencié en différents mythes petit à petit. Bon, eh bien, nous avons un spécialiste en France. Alors, je regardais cette vidéo sur l'origine des mythes d'origine. Parce qu'il y a tellement de mythes de toutes sortes, des mythes cosmogoniques de création de l'univers, des mythes anthropogoniques de création de l'homme, des mythes de fin du monde, du déluge, etc. Il y a plein de mythes de types différents. Donc là, ce sont des mythes d'origine. Il examine ça, et il en examine un en particulier, le mythe de la caverne originelle. Donc, je vous mets un tout petit extrait. De mythologie. Et les mythes, évidemment, il y en a tellement des mythes que je ne peux pas vous parler des mythes en général. Outre ces questions de définition-là, on est obligé de resserrer le sujet parce que c'est vraiment trop vaste. Alors, je vais restreindre mon sujet à une catégorie particulière de mythes qui sont les mythes anthropogoniques. Alors, vous savez, les mythes, ils procèdent un peu comme un grand coup de zoom sur le monde, avec le plus grand zoom possible ouvert, l'ouverture la plus large, où on regarde le monde, le cosmos, et là vous avez des mythes cosmogoniques qui vous exposent l'origine du monde. Ensuite, vous avez les mythes anthropogoniques qui vous expliquent quoi donc? Ben oui, il y a anthropos, c'est encore du grec, désolé, il y a plein de grec là-dedans, mais c'est comme ça, hein, bon voilà. Et anthropos, c'est un être humain. Homme, c'est andros. Hein. On aurait dit... Bon voilà, alors je vous la fais courte. Voilà, des mythes anthropogoniques, il y en a plein, et ils sont vraiment très différents. Donc il y a le mythe de l'homme qui a été modelé à partir de l'argile, de la boue ou de la terre. Donc des mythes comme ça, il y en a plein. Et on pourrait se dire, si tous les mythes étaient comme ça, on pourrait se dire, ah ben voilà, il y a une origine commune, tous les mythes de la terre nous parlent de l'homme créé à partir d'argile, ou quelque chose d'approchant, bah ouais, mais non, en fait. Il y a plein de mythes où on parle de l'homme, il a juste émergé d'un monde souterrain. Il y a des mythes où c'est sacrifice depuis le démembrement d'un être primordial. Ça, notamment, il y a dans les Eddas, j'avais lu ce truc-là, je me suis dit, ah, tiens, c'est très très différent de ce qu'on a dans la Bible, par exemple. Bon, il y a le mythe, il y a les mythes, pardon, où l'homme descend d'un arbre. Bambou, roseau, fruits. Il y a aussi les mythes où l'homme descend ou chute du ciel. Ou bien il a été transformé depuis des animaux, ou bien accouchement divin, ou bien un œuf cosmique. Bon, bref, il y en a tellement des types de mythes. Hein. Donc vous voyez, en fait, il n'y a rien de commun. Et surtout, donc ici, Guénon a rassemblé ça en les symboles du centre du monde, les symboles de manifestations cycliques, quelques armes symboliques, symbolisme de la forme cosmique, symbolisme constructif, symbolisme axial et symbolisme du cœur. Bon, grosso modo, c'est pour dire, ah ben regardez, on retrouve ça partout. Ouais, mais en fait, non. Il a rassemblé, il a puisé non seulement dans les traditions les plus riches, pour dire, ah ben regardez, on retrouve les mêmes choses partout. Oui, mais en fait, non, parce que il y a tout un tas de mythologies qui sont beaucoup plus pauvres, hein, qui ne contiennent pas tout ça, qui contiennent que certains éléments. Donc en fait, il a fait une sorte de grande unification de la mythologie, mais c'est une unification qui est faite a posteriori. C'est pas, il n'y a pas
un grand mythe original duquel tous les autres découlent ou sont des adaptations de celui-là. Non, en fait, il a fait une compilation de tous les mythes, notamment les plus connus, et il a récupéré les symboles qui sont dedans, et puis il les a rapprochés les uns avec les autres pour dire « Ah bah ouais, c'est marrant, tiens, il y a des points communs un peu partout. » Mais c'est a posteriori. Vous comprenez bien, c'est la logique inverse. Il n'y a pas de tradition primordiale. Il y a un travail mythologique fait par Guénon, a posteriori, d'unification des différentes mythes de la planète. Et maintenant, on va zoomer sur un des détails où je vais vous montrer ça concrètement, parce que là, je balance l'affirmation, vous dites oui, d'accord, mais en fait, si on lit, l'arbre du monde, on le retrouve à plein d'endroits. Pardon, le symbolisme axial. Alors un coup c'est la montagne, un coup c'est l'arbre. Ça peut être encore d'autres symboles, mais bon, bref. On va aller regarder cette histoire de rayons du soleil, puisque est-ce que il y a un mythe plus ou moins commun des 7 rayons et de l'arc-en-ciel? Qu'est-ce que ça cache ce truc-là? Nous avons déjà parlé en différentes occasions du symbolisme des 7 rayons du soleil. Donc là, il nous parle de quelque chose qui viendrait de cette fameuse tradition primordiale. On pourrait se demander si ces 7 rayons n'ont pas quelque chose en rapport avec ce que l'on désigne ordinairement comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et car celles-ci représentent littéralement les différentes radiations dont se compose la lumière solaire. Il y a bien un rapport en effet, mais en même temps, ces soi-disant 7 couleurs sont un exemple typique de la façon dont une donnée traditionnelle authentique, donc je n'invente pas ce que je dis, une donnée traditionnelle authentique. Et là, il y a la vraie tradition. Peut parfois être déformée par l'incompréhension commune. Donc c'est bien de ça qu'on parle là. Guénon, il dit, il y a la vraie tradition qui a été déformée. Donc lui, il dit, bon, moi j'essaie de retrouver la vraie tradition d'avant, qui a été déformée. Moi je dis, non, il n'y a pas de tradition d'avant. Il n'y a pas de tradition primordiale, véritable, authentique. Et je vais vous montrer pourquoi. Laissez-moi encore un peu de temps. Vous allez voir, on y arrive, hein. Cette déformation, dans un cas comme celui-ci, est d'ailleurs assez facilement explicable. On sait qu'il doit y avoir là un septénaire, mais un de ces termes ne pouvant être trouvé, on lui substitue un autre qui n'a en réalité aucune raison d'être. Le septénaire semble être ainsi reconstitué, mais il est de telle façon que son symbolisme est entièrement faussé. Donc il y aurait le vrai septénaire, les vrais 7 rayons et les faux, pour certaines raisons. Alors il explique... Voilà, il dit peut-être que ça remonte à l'Antiquité, voilà. Et ça, s'il s'était établi que la notion erronée des 7 couleurs remonte jusqu'à l'Antiquité, donc il est carré, il dit, je sais pas, mais il dit si c'était le cas, on pourrait se demander si elle n'a pas été répandue volontairement par les initiés de ces mêmes mystères, qui auraient trouvé ainsi le moyen d'assurer la conservation d'une donnée traditionnelle, sans pour autant en faire connaître extérieurement le véritable sens. Donc, les initiés auraient piégé volontairement certaines connaissances, pour les préserver. Et ça, cette explication-là, j'y ai été confronté, si vous saviez combien de fois. Et on est toujours dans ce genre d'explication oui, en fait, on peut tout imaginer. Dans ce cas, mais vous allez voir où je veux en venir avec tout ça. Parce qu'en fait, on a affaire à une sorte de logique inversée, dont tout découle de la présupposition qu'il existe une tradition primordiale, qu'on va essayer de prouver qu'elle existe. Mais si elle n'existe pas, tout est faux en fait. Donc si elle existe, effectivement, on peut toujours imaginer plein d'explications pour expliquer pourquoi on en est arrivé à la perdre petit à petit, voilà, donc ce genre de choses. Mais peut-être que tout simplement, elle n'existe pas. Comment le démontrer? Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Regardez bien. Voilà la clé. Il y a 2 clés. Je vais commencer déjà par celle-là, pour vous mettre un petit peu en appétit. Mais la vraie clé, elle est là. La vraie clé, c'est cette affirmation. Il y a 3 couleurs fondamentales, le bleu, le jaune, le rouge. Mais je commence par ce passage-là. Qui, là, si vous le lisez, et je vais le lire, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc, les véritables septénaires, donc encore une fois, on remonte à la tradition authentique, vérité, supérieure, etc., etc. Guénon, que j'ai dit, se gargarise de « je sais, vos gueules ». Bon, il dit pas comme ça, vous avez compris, je suis un peu taquin. Donc, le véritable septénaire est donc formé par la lumière blanche et les 6 couleurs en lesquelles elle se différencie. Donc là, il fait référence à ces fameuses 3 couleurs fondamentales, plus les couleurs complémentaires. On va y revenir. Et donc, du coup, si on a 3 couleurs fondamentales et 3 couleurs complémentaires, il nous manque une couleur pour arriver au 7. Donc là, lui, il dit, on rajoute le blanc. Et voilà, paf, pif, paf, pouf.
est donc formée ici par la lumière blanche et les 6 couleurs en laquelle elle se différencie. Et il dit, ah ben c'est super parce que ça tombe bien, ça colle avec la tradition taoïste qui dit il y a un rayon spécial, etc., etc. Je vous lis pas tous les passages, c'est des notes, bon. Et il va de soi que le 7e terme est en réalité le premier, puisqu'il est le principe de tous les autres, donc oui, le blanc, desquels découlent toutes les autres couleurs, qui sans lui ne pourrait avoir aucune existence. Mais il est aussi le dernier, en ce sens que tous rentrent finalement en lui, la réunion de toutes les couleurs reconstitue la couleur blanche qui leur a donné naissance. On pourrait dire que dans un septénaire ainsi constitué, 1 est au centre et 6 à la circonférence. En d'autres termes, un tel septénaire est formé de l'unité et du sénaire. L'unité correspond au principe non manifesté et le sénaire à l'ensemble de la manifestation. Nous pouvons faire un rapprochement entre ceci et le symbolisme de la semaine dans la Genèse hébraïque, car là aussi, le 7e terme est essentiellement différent des 6 autres. La création, en effet, est l'œuvre des 6 jours et non pas des 7, et le 7e jour est celui du repos. Voilà. Donc là, vous dites, waouh, c'est impressionnant tout ça, comment tout ça s'architecture bien, comment ça se recoupe, tout ça. Et donc là déjà, première question à se poser, c'est ok, mais ça veut dire que toutes les traditions, puisqu'elles sont censées remonter à la même, hein, donc toutes les traditions à droite à gauche, notamment en Orient, devraient avoir ces fameux 7 jours, dont un spécial, un jour de repos. Bon, eh ben c'est pas le cas. Le taoïsme n'a pas ça. En Chine, ils ont plutôt, alors ça a varié au cours du temps, mais c'est plutôt une semaine de 10 jours. En Inde, il n'y a pas de jour de repos. Le 7e jour n'est pas spécial. Et je vous avais déjà expliqué d'où vient ce chiffre 7. C'était les 7 astres errants. Parce qu'à l'époque, ils ne voyaient pas qu'il y avait plus de planètes que ça qui tournaient autour du Soleil. Donc c'était juste ce qu'ils voyaient. Ça n'avait rien de spécial. C'était sacré parce que c'était ce qu'ils voyaient dans le ciel. Hein. Mais là, il va dire, oui, mais il y a toujours des contingences, il y a toujours des endroits où ça dévie de la tradition primordiale. Mais il va dire, mais bon, on voit bien que les 7 rayons, on les retrouve. Bon, pas en Chine, où c'était 10 jours, mais bon, voilà. Là, il va trouver une explication pour dire, enfin, si on lui avait mis ça sous le nez, il aurait trouvé une explication pour dire, oui, mais c'est sûrement parce que ceci, cela. Bon, ok. Donc, maintenant, on va revenir à cette question, parce que là, par contre, je pense que ce que je vais dire est incontestable. Il y a 3 couleurs fondamentales, le bleu, le jaune, le rouge. Déjà, ça, c'est pas complètement faux, c'est partiellement vrai, mais ça cache plusieurs choses. Donc, je suis allé demander à Grox, je vais reprendre son tableau parce que c'est plus simple pour vous expliquer. En fait, cette histoire de rouge, jaune et bleu, ok ? Bleu, jaune, rouge. Il y a 3 couleurs fondamentales. Ça a été découvert par Jacob Christophe Lebon quand il faisait de la peinture. Alors, c'était déjà un peu connu à l'Antiquité, mais c'est surtout que ça fonctionne parce que, alors bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous demande de faire confiance à Grock et à moi, c'est que, en fait, ça fonctionne parce que c'est de la soustraction de couleurs. Et ça correspond pas au rouge, vert, bleu qu'on a dans nos écrans, qui sont les 3 couleurs fondamentales. Là, pareil. Là, vous êtes en train de regarder un écran. Si vous le regardez, alors de suffisamment près. Avant, on le voyait bien dans les télés, dans les anciennes télés à tube cathodique. On voyait bien les 3 couleurs. Maintenant, c'est tellement petit, je sais pas si on le voit à l'œil nu. Non, c'est plus possible. Ah, sacrée modernité hein, qui nous cache les choses. Donc, rouge, vert, bleu, ça correspond à nos cônes, ou bâtonnets, je sais plus, enfin dans les yeux. Donc en fait, ça n'existe pas, les couleurs fondamentales. C'est juste relatif à nos yeux. Ça n'existe pas dans la nature. Il y a d'autres bestioles que nous qui voient d'autres couleurs que nous. Les chiens n'ont que deux couleurs. Je sais plus s'il leur manque le vert ou... je sais plus. Ils sont daltoniens. Mais il y a des animaux qui potentiellement voient plus encore que nous. Il y a même des humains qui ont une mutation spéciale qui leur donne un autre cône ou bâtonnet, je sais plus, ils voient des couleurs en plus. Donc tout ça c'est pour dire, c'est pas un truc fondamental de l'univers, de la métaphysique, de je ne sais quoi, qui serait quelque chose de transcendant. Et en plus, ce sont des connaissances récentes. Et en plus, pourquoi il a choisi le rouge, jaune, bleu plutôt que le rouge, vert, bleu? Parce que en vrai, ici ce sont des opérations additives, et ici, ce sont des opérations soustractives. Les deux fonctionnent. Ici, c'est utilisé pour la peinture, et ici, c'est utilisé pour les yeux, pour la photo. Mais pourquoi, donc,
Maintenant, pourquoi il y a ces fameuses 7 couleurs? Eh bien, parce que ça venait de l'Antiquité. Ils voulaient faire un rapprochement avec les 7 astres dans le ciel, mais aussi avec les 7 notes de musique. Et aujourd'hui, les 7 couleurs, elles viennent de Newton. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est lui qui a choisi les couleurs qu'il y a dedans. Et c'est Newton qui a rajouté l'indigo. Voilà, pour faire coller ça avec la gamme musicale. Et si on remonte encore avant, eh bien voilà, les Grecs parlaient des couleurs simples ou fondamentales, mais ils n'avaient pas de modèle clair. En fait, Aristote proposait plutôt blanc, noir, jaune, rouge, bleu, vert et violet comme échelle. Voilà, en fait, ils savaient pas, ils tâtonnaient, donc ils émettaient des hypothèses. C'était les débuts de la science, et on a raffiné le truc. Donc, c'est quand même un peu... Donc, en fait, les fameux initiés dont il parle, alors il le met qu'en tant qu'hypothèse, hein. Voilà. Les initiés, en fait, de l'époque, c'est juste qu'ils savaient pas. Il n'y a pas eu de volonté de truquer pour se protéger. C'est juste qu'ils n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un peu... c'est quand même un peu, vous admettrez, paradoxal ou ironique que Guénon se fonde sur des connaissances modernes pour parler de sa tradition primordiale très très ancienne. Et si vous me répondez, mais oui, mais en fait, la tradition primordiale, elle connaissait bien avant, c'est des connaissances qui avaient été perdues, c'était des connaissances des hyperboréens et tout ça. Si vous me dites ça, ben d'accord, mais dans ce cas, pourquoi absolument tout a été perdu? Pourquoi Pluton a été perdu? Pourquoi Neptune a été perdu? En fait, non, les connaissances, elles étaient pas là, c'est tout. À un moment donné, il faut arrêter. Les connaissances, on les a construites. Elles sont pas venues, elles sont pas descendues du ciel par révélation de la métaphysique à l'époque de l'âge d'or. On les a jamais eues, ces connaissances, enfin, à part à l'ère moderne. Ça s'est fait petit à petit. Mais sinon, parce que sinon, de toute manière, ça ne colle pas, puisque Guénon prétend que la modernité nous éloigne de ces connaissances, au lieu de nous en rapprocher. Donc, on peut pas utiliser les connaissances précisément prouvées par la science pour nous parler de cette fameuse métaphysique ancienne. Ça va pas. Et le pire, c'est que le méchant Isaac Newton, donc l'auteur de la théorie de la gravitation, hein, avec Galilée, c'est quand même un peu le gros pilier de l'ère moderne, hein, vous en conviendrez. C'était un énorme féru de sciences occultes. Alors, on a perdu une partie de ses écrits. Mais il étudiait l'alchimie, et à son époque, alors là, c'est ok, il n'y a pas la référence, mais tout confirme ce truc-là. La distinction entre science, superstition et pseudo-science n'était pas formulée. Ils étudiaient, en fait, à cette époque, tout le corpus de connaissances récupérées des Grecs, puisque en 1400 pile, il y a Cosme de Médicis, des Médicis, hein, de la famille des Médicis, qui décide de faire traduire les textes des anciens Grecs. Et c'est lui qui lance, en fait, la Renaissance. Puisque tout ce que Newton et les autres étudient derrière, ça vient de là, en fait. Ils ont récupéré les textes grecs traduits de l'époque, et ils ont une partie... les Grecs, en fait, il n'y avait pas de différence entre science, superstition et tout le reste. La divination, tout ça, ils ont tout récupéré. Donc, ils se sont dit, mais c'est génial, tous ces trucs, on va étudier ça à fond. Ça a donné, en partie, la poursuite de la science, ça a donné aussi l'occultisme. Je vous en ai déjà parlé justement dans la série précédente. Et là, en l'occurrence, donc, Newton, qu'on peut mettre comme le pilier de la science moderne, on peut pas dire que c'était quelqu'un qui était contre la tradition, si tant est qu'elle existe. Mais il n'était pas contre l'occultisme, il étudiait ça à fond. Ouais, il a fait plein de recherches alchimiques, hein. Donc ils n'étaient pas du tout contre ça. C'est pas du tout une perversion de l'ère moderne ou je ne sais quoi. Ça ne tient pas. C'est juste, la manière dont on construit la connaissance petit à petit. L'homme a évolué depuis le singe, et on est toujours des singes. Biologiquement, nous sommes des singes, mais en plus, nous sommes juste des singes plus complexes, avec des cultures développées, de la technologie, des langages, des connaissances, mais on fonctionne toujours comme des singes. Voir ma vidéo, voilà, sur nous sommes des animaux politiques, ce que disait Aristote. Hein. Et ça a des conséquences très profondes pour comprendre le fonctionnement de l'homme et de la société. Donc voilà. Maintenant que je vous ai montré ça, je vous ai montré l'origine de cette affirmation, qui est une origine moderne. C'est juste que les anciens ne savaient pas. Ils tâtonnaient dans bon nombre de domaines. Donc cette interprétation est une interprétation moderne, après coup, qui fait coller, a posteriori, avec les traditions où ça colle. Mais ce que ne fait pas Guénon, c'est à chaque fois
il oublie de montrer tout ce qui ne colle pas. Il dit, ah tiens, il y a ça et ça et ça qui colle. Ah, et puis ça, si on bidouille un peu comme ça, le symbole, ah bah c'est super, ça colle avec ça. Voilà. Donc il fait un ensemble de liens entre plein de traditions, de symboles à droite à gauche. Mais bon, au final, puisqu'on retombe toujours un peu sur les mêmes éléments, je veux dire, partout sur la planète, on a 2 mains avec 10 doigts. Donc on ne peut pas s'étonner de retrouver le chiffre 10, 5 et 2 un peu partout, par exemple. Le chiffre 7, je vous ai expliqué d'où il vient. Il vient des 7 astres errants que les anciens observaient. Bon, voilà. Donc, oui, forcément, il y a des choses qui sont communes un peu partout. Le fait qu'il y ait des arbres un peu partout et que ça soit un symbole de verticalité, bah oui, forcément. C'est pas ça prouve rien quant à l'existence d'une tradition primordiale. Ça prouve juste qu'on vit sur le même monde et qu'on a des cerveaux qui fonctionnent un peu pareil. Et que tant qu'on n'a pas de science, la seule manière dont on dispose pour interpréter le monde, c'est une manière symbolique. Donc c'était comme ça qu'avant qu'on invente la science, tout le monde procédait par symbole. Et donc oui, forcément, il y a des choses qui se ressemblent un peu partout. Mais, et encore une fois, j'ai pas lu toute l'œuvre de Guénon, donc peut-être que ces questions-là, il les aborde ailleurs. Si certains d'entre vous ont lu Guénon et que je lui fais un faux procès, eh ben dites-le, il n'y a aucun souci, je reconnaîtrai mon erreur. Mais, en tout cas, moi, dans ce que j'ai observé de lui, il ne parle pas de ces différences. Et il y en a des différences qui sont très grosses et qui sont gênantes. Je vais en parler d'une, parce que je pense que c'est une de celles qui interroge le plus les gens. Il y a une anatomie, dans les sciences initiatiques, dans la tradition primordiale, appelez-la comme vous voulez, il y a ce qu'on appelle l'anatomie occulte de l'homme. C'est un sujet très vaste et très complexe, je vais ultra simplifier le truc, mais voilà, chez les yogis, donc ça, moi je connais très bien, et ça se limite pas à ça, hein, on est d'accord, mais il y a les fameux 7 chakras. Donc ce sont des points spéciaux dans l'homme. Il y en a 7, comme par hasard. Hein, sur lesquels, quand on se concentre, eh bien, ça déclenche des changements d'état de conscience. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi, ça représente des niveaux d'existence. Bon, il y a toute une symbolique associée derrière. Et en plus, ça tombe super bien parce que ça correspond aux glandes endocrine de l'humain. Donc on se dit, waouh, balèze, les anciens avaient repéré à l'avance par l'anatomie occulte dont ils disposaient grâce à la tradition primordiale, grâce à leurs révélations fantastiques qu'ils ont dans l'univers mental quand ils méditent, ou grâce à leur certitude parce qu'ils ont accès à la réalité. Eh ben ouais, ils ont repéré les 7 glandes endocrines et voilà, ça correspond au chakra. C'est comme ça que c'est interprété. Donc après, donc ça, ce sont les centres principaux. Mais des chakras, il y en a plein, et entre les chakras, qui sont des vortex d'énergie, alors je rentre pas dans ces histoires de prana, tout ça. Mais sinon, il faudrait que je parte sur une explication très longue. Donc voici une description plus détaillée de l'anatomie occulte de l'homme. Donc il y a des sortes de veines énergétiques qui relient ces chakras. Et les chakras, en fait, vous pouvez les sentir. Vous focalisez sur le creux de votre main, ici. Vous allez sentir, c'est un endroit, c'est plus facile de se concentrer là que, je sais pas moi, de se concentrer ici, par exemple, au milieu de votre bras. Donc, vous allez voir, il y a des endroits, c'est plus facile de porter son attention dessus et de ressentir un picotis, une chaleur, une vibration. Donc, c'est ça que décrivent, c'est de la phénoménologie. Aujourd'hui, on dirait c'est de la phénoménologie. C'est ça que décrivent les anciens. Ils disent, ah tiens, c'est marrant, quand on se concentre là, ça marche bien. Et donc après, ils se disent, ah bah ça doit être relié, donc il y a des vaisseaux énergétiques qui relient tout ça. Et puis bon, ils nous disent, voilà comment c'est. Il y a un homme invisible derrière l'homme visible. Ok, très bien. Le problème, c'est que ça, c'est la version indienne. La version chinoise est très similaire, donc c'est la même logique, je vous ai dit. Hein. Les Chinois, c'est pareil, ils se concentrent, ils se rendent compte que, ah bah tiens, c'est marrant, il y a des endroits, c'est plus facile de se concentrer que d'autres. Et donc on se retrouve, alors j'ai pas trouvé un diagramme complet, voilà, de l'humain. Si vous voulez, faites l'expérience, vous verrez que c'est pas le même que celui des yogis. Pourquoi je le sais ? Parce que je suis diplômé professeur de yoga, donc bon, le yoga, je connais bien.
j'ai eu l'occasion de faire quelques stages avec un maître taoïste. Et en fait, et ça m'a frappé parce qu'il n'y a pas les mêmes centres énergétiques. Et j'avais posé la question. En fait, personne n'a d'explication. Donc si vous avez l'explication, très bien. Mais sinon, expliquez comment c'est possible s'il y a une tradition primordiale qui nous parle. Donc il y a plein de traditions spirituelles qui nous parlent de l'homme occulte. Mais sauf qu'elles ne sont pas d'accord sur comment il est constitué. Donc comment vous expliquez ça? S'il y a une tradition primordiale, comment vous expliquez qu'il ne soit pas tombé sur les mêmes chakras et les mêmes nadis? Comment ça a pu être déformé, ce truc? Il y a un homme occulte ou il n'y en a pas? On ne peut pas avoir 50 versions différentes du même truc. Donc, soit existe la clairvoyance, auquel cas tout le monde devrait voir la même chose, soit c'est qu'il y a un autre phénomène qui est en cours. Et je vous le dis, les clairvoyants ne voient pas la même chose. Ils voient des choses similaires. Et puis, il y a des clairvoyants qui voient... des voyants, appelez-les comme vous voulez, mais ce que voient ces gens-là, il y en a certains qui voient mieux que d'autres, qui ont des facultés beaucoup plus développées. Donc, en gros, ils font autorité, puis les autres, ils se la ferment, parce qu'en fait, la plupart des gens ne voient pas ces trucs-là, ou voient des trucs flous, et donc, et quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Moi, j'ai une vision super claire, je vois toutes les couches, toutes les dimensions, tous les chakras, machin, bidule », les autres, ils se la ferment. Sauf que, si vous regardez à l'échelle de la planète, vous vous rendez compte que des gens comme ça, il y en a plusieurs, et qui ne voient pas les mêmes choses. Et ces problèmes-là, ce n'est qu'un exemple. Je vous garantis que dans les milieux occultes et spirituels, cette question, elle est cachée sous le tapis, mais elle est partout, partout, partout. Sur plein d'autres sujets, je veux dire, hein. Pas que ça. Hein. Prenez les astrologies, par exemple. Et les astrologies, il y en a je sais pas combien. Et évidemment, c'est toujours pareil. Il y a toujours un gars qui arrive et qui dit c'est celle-là la bonne, mais il y en a un autre qui dit c'est pas celle-là. Et les astrologies karmiques, sidérales, ils sont pas d'accord sur les précessions des équinoxes, ce qu'on doit en faire, etc. Enfin, il y a tellement d'écoles. Donc, il y a toujours une même logique, quelque part, mais il n'y a jamais les mêmes résultats. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le poteau rose? Où je veux en venir avec tout ça? Est-ce que ça veut dire que tout ça c'est faux? Non. Non, parce que si vous faites l'expérience, vous vous concentrez sur vos chakras, il va se passer des trucs. Bon, il faut être capable de se concentrer aujourd'hui avec les capacités de concentration des gens. Bon, évidemment, il va rien se passer pour plein de monde. Mais sinon, oui, il se passe des choses. Mais le truc, justement, ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il y a des querelles incessantes pour dire c'est moi qui ai la bonne version. Puisque moi, je me suis concentré là, ça marche. Mais toi, tu te concentres pas là. C'est parce que t'as pas le niveau, mon pote. Et l'autre, il va dire ouais, mais moi, quand je me concentre là, ça marche. Et j'ai senti tel et tel truc. Et l'autre, il va dire ouais, mais je suis pas d'accord. Et donc l'autre, il va répondre bah ouais, mais c'est parce que t'as pas le niveau, mon pote. Moi, je suis initié de 10e grade et toi, t'es initié de 3e grade. Enfin bref. C'est sans cesse des querelles comme ça. Et donc, on en arrive à l'explication de pourquoi Guénon nous parle de tradition primordiale, c'est qu'il y a sans arrêt des querelles d'autorité dans les milieux occultistes. Et donc, il y a sans arrêt des « mais moi, j'ai la tradition plus ancienne que la tienne ». Ça s'appelle des querelles d'antériorité. Ça porte vraiment ce nom. Ouais, toi, t'as la tradition de l'Atlantide, mais moi, j'ai la tradition de Mu. Et Mu, c'était plus ancien. Ou moi, j'ai la tradition de l'Hyperborée qui a précédé l'Atlantide, dont l'Atlantide n'est que la version dégénérée de l'Hyperborée. Donc, ma tradition est meilleure que la tienne. Donc, mon interprétation des symboles est meilleure que la tienne. C'est ça en permanence. Voilà. Je vous ai dit que ça allait piquer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous allez me dire, oui, mais si, moi, j'ai la bonne tradition, patin couffin. Bah ouais, mais à chaque fois qu'on creuse dans la bonne tradition, je l'ai fait plein de fois, sur plusieurs traditions, on arrive toujours à ce genre de problème. On arrive toujours à des trucs comme ça. Des explications, soit modernes, soit des trucs tirés par les cheveux que c'est pas possible, soit des explications imaginaires. On imagine que ça a été comme ça. On imagine qu'il y a eu une civilisation ancienne duquel a découlé les pyramides et je sais pas quoi. Alors maintenant, aujourd'hui, pas de bol. On sait comment les pyramides ont été construites. Donc, il n'y a plus ce mystère-là sur lequel on peut se baser pour dire « Oui, mais regarde, les pyramides, c'est pas possible qu'ils aient construit ça avec la science de l'époque, c'est donc qu'ils avaient hérité d'une science supérieure qui venait d'avant, on n'est même pas capable nous-mêmes de reproduire ça avec notre technologie moderne, les pierres sont alignées mieux qu'avec des lasers, donc tu vois bien qu'ils avaient une connaissance supérieure à l'époque. » Ben non.
Ben non. En fait, à chaque fois qu'on creuse ces histoires-là, on finit par trouver. Des fois, ça prend du temps. Hein. L'histoire des pyramides, ça a pas été, ça s'est pas fait en 5 minutes. Mais à chaque fois, on trouve. On finit par trouver. C'est pareil avec les grandes pierres qu'il y a en Amérique du Sud, etc., etc. Donc retenez bien ceci, ce sont des querelles d'antériorité. Et regardez ceci. Donc là, je suis Guénon, La crise du monde moderne, hein, le bouquin qui a un peu tout lancé. Cette phrase m'a particulièrement marqué. La science, en se constituant à la façon moderne, n'a pas perdu seulement en profondeur, mais aussi, pourrait-on dire, en solidité, car le rattachement au principe la faisait participer de l'immutabilité de ceci, dans toute la mesure où son objet même le permettait. Tandis que, enfermée exclusivement dans un monde de changement, elle n'y trouve plus rien de stable, aucun point fixe où elle puisse s'appuyer, ne partant plus d'aucune certitude absolue. Elle en est réduite à des probabilités, des approximations ou à des constructions purement hypothétiques qui ne sont que l'œuvre de la fantaisie individuelle. Et ben voilà. Guénon, en fait, parle de sa fameuse tradition primordiale, qui est l'œuvre d'une fantaisie individuelle. Alors oui, il va dire, oui, mais moi j'ai été initié à ceci, à cela, c'est pas ma tradition. Ouais, mais je viens de vous montrer que, en fait, quand on soulève le tapis, il y a tellement de problèmes derrière. Je viens de vous expliquer que pour trancher ces questions, on est obligé de remonter à des soi-disant traditions plus anciennes que les autres, machin. Donc on cherche cette fameuse certitude absolue. Et oui, le grand schisme, il est là. C'est que la science moderne a dit « Ok, on va embrasser l'incertitude ». Et d'ailleurs, le résultat le plus, l'un des plus frappants de cette fameuse science moderne, je parle d'ici Carl Friston, qui a unifié la thermodynamique et les sciences cognitives, donc la psychologie, aujourd'hui, la psychologie, la métacognition, donc l'art de transformer son propre esprit, la culture, la sociologie, l'évolution et la thermodynamique, et donc la physique, tout ça a été réuni. Et pour la partie psychologique, psychique si vous voulez, comment c'est réuni? Le principe fondamental du fonctionnement de notre cerveau, vous allez rire, c'est quoi? C'est que notre cerveau cherche à diminuer l'incertitude. Tout le principe d'énergie libre de Carl Friston, qui est vraiment, c'est un peu, si vous voulez, le Charles Darwin de la psychologie moderne. Hein. Tout le principe, c'est notre cerveau, toute notre cognition est fondée sur nous cherchons à réduire l'incertitude. Donc, moi, quand je lis ça, Guénon, qui veut absolument partir d'une certitude absolue, et oui, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau, et c'est une des découvertes des sciences modernes, et qui confirme que, effectivement, notre cerveau déteste l'incertitude. Et le principe de la science, je répète, c'est de s'être accommodé de l'incertitude. Le fameux positivisme que Guénon dénigre à droite ou à gauche, c'est précisément de se dire, ouais, là, à partir de cette frontière-là, c'est l'incertitude. Donc, ok, on va pas chercher à remplir ça avec des pseudo-certitudes. On va se dire, ok, on va gérer. Allez, on va se dire, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Et le principe de Guénon, c'est exactement l'inverse. Et je viens de vous expliquer pourquoi ils sont obligés, dans l'occultisme, de partir là-dedans, parce que, en fait, il y a plein de traditions spirituelles qui ont une mentalité commune, on va dire, une manière de réfléchir commune, des symboles qui se ressemblent. Mais en fait, il n'y a rien de commun. Donc, voilà, comment on tranche ces questions? Comment on dit, on va plutôt utiliser l'homme occulte chinois, ou plutôt l'homme occulte indien, ou plutôt l'homme occulte d'une autre tradition. Et ben voilà. Ou alors, il va falloir dire que l'homme occulte chinois n'est pas le même que l'homme occulte indien, et n'est pas le même que l'homme occulte européen. Mais là, bon courage. Donc en fait, après, on est toujours sur la surenchère d'explications ad hoc. Ah oui, ça colle pas, mais attends, t'inquiète, je vais te trouver l'explication. Et si je la trouve pas, il y a bien quelqu'un qui l'aura trouvée avant moi, et je vais la trouver dans un bouquin. Donc c'est fondé sur une logique inverse à celle de la science. Ce que la science moderne apporte en plus à tout ça, c'est que à travers la cybernétique et la systémique qui en est découlée, c'est qu'elle nous apporte une méthodologie pour utiliser les symboles. En fait, les symboles
permettent effectivement de structurer notre cognition, de faciliter notre cognition, d'aider à la création du sens. Donc là-dedans, en fait, il y a toute une branche de la science qui s'appelle la sémiotique, l'étude des symboles, qui est fascinante. Terence Deacon, il a fait des conférences fabuleuses sur ce sujet. Voilà. Alors celle-ci, c'est un petit extrait. Voilà. Il était passé chez Kurt J. Mongol. C'est pas sa meilleure intervention. Mais voilà, celle-ci qui est récente, peut-être, je me souviens plus si je l'ai vue. Bon, bref, il étudie ça. La science moderne étudie ça, et c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Alors, vous voyez, l'esprit est-il né de la matière? Ça, c'est du réductionnisme. Je sais plus ce qu'il en dit lui, mais bon. Donc, ce que la science moderne nous apporte, c'est une méthodologie d'étude des symboles, et aussi, donc, à travers la systémique, elle nous dit tous les symboles ont une limite d'utilisation. Donc en fait, il faut comprendre cette limite et les utiliser dans le bon contexte. Mais ça reste très pratique. Et ça permet de décoder le monde, de décoder notre propre cognition. Donc on est dans la métacognition. Donc je ne dénigre pas du tout l'étude des symboles. C'est ce que je dénigre, ce que je critique, c'est le côté science sacrée. Alors oui, c'est sacré dans le sens où c'est spirituel, ça touche à notre propre esprit. J'accepte bien volontiers ce qualificatif. Pour moi, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Il y a quelque chose de scientifique là-dedans aussi. Ce que je dénigre, c'est vraiment le côté tradition primordiale, encore une fois. Non, c'est juste, c'est des symboles. Il y a plein de manières de les utiliser différentes, plein de manières de se les approprier. Il n'y a pas une seule manière qui est la bonne, et il n'y en a pas certains qui sont plus dépositaires que d'autres. À partir du moment où vous les étudiez, je l'ai fait, je continue à le faire. Le tétractys de Pythagore me fascine et j'adore ça. C'est quelque chose que, personnellement, je vous le dis, j'applique dans mes arts martiaux. C'est comme ça que j'enseigne les arts martiaux. Je ne le dis pas forcément toujours, explicitement, mais je l'utilise et ça fonctionne. Donc je ne dénigre absolument pas tout ça. Encore une fois, ce que je critique, c'est ce côté, moi j'ai tout compris. Ce côté, il y a la vraie tradition et il y a les autres qui sont pas vrais. Et le côté, la science, c'est de la merde. Évidemment que, bon, ben là, vous avez compris, ce discours m'horripile en fait, parce que non, la science a apporté plein de choses. Elle n'est pas contre la tradition par nature. C'est juste que le monde change et que les traditions qui ont été adaptées à l'ancien monde ne sont plus adaptées au nouveau monde. Et c'est ça le vrai problème. Et donc là, je reviens à mon interprétation de ce qui se passe. Je dis oui, il y a un problème avec la modernité. Je suis entièrement d'accord avec Guénon. Oui, notre modernité s'est égarée à cause précisément de ce moment Newton le moment où on invente le calcul infinitésimal pour résoudre le problème du mouvement des astres dans les planètes, et où la science de l'observation du monde visible s'est déployée, et pendant un temps, l'étude du monde invisible a été reléguée à l'arrière-plan dans tous ceux qui étudient l'occultisme. Ça n'a jamais disparu. Il n'y a jamais eu d'interruption de la tradition. C'est juste qu'il y a toujours eu des querelles d'antériorité et des tâtonnements dans tous les sens. Et une connaissance qui s'est construite au fil du temps. C'est pas une connaissance qui s'est perdue. J'insiste là-dessus. Donc, aujourd'hui, ces connaissances, moi, je suis pas du tout pour les jeter à la poubelle. Ça fonctionne pour la métacognition, pour transformer son propre esprit. Tout ça, je suis pas du tout pour le mettre à la poubelle, au contraire. Mais je suis pour le moderniser. Donc c'est là où je diffère de Guénon, c'est que lui, il rejette la modernité. Alors que moi, je dis, non, le chemin, il continue. On n'est pas du tout dans une régression, on est dans une accélération qui est là depuis le début de l'existence de la vie sur Terre. Et même avant, très probablement, mais là c'est plus spéculatif, c'est un phénomène qui existe dans l'univers, point, qui est amené à l'apparition de la matière. C'est ce qu'on appelle le darwinisme universel. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ceci dit, nous avons besoin, effectivement, d'une nouvelle spiritualité. J'appelle ça la spiritualité 2.0. L'ancienne spiritualité, celle que connaissaient les écoles des mystères pythagoriciens, qui a été transmise plus ou moins. Alors, il y a eu des moments un peu difficiles. Il y a eu des combats entre occultistes, on va dire. Et il y a eu des moments, il y a eu certaines écoles qui ont gagné par rapport à d'autres, donc qui ont fait quelques purges, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà.
il y a toujours eu ces querelles d'autorité et d'antériorité. Moi, ça découle du vrai principe supérieur. Donc ça a mené très loin ces histoires. Mais donc, c'est vrai qu'on a perdu ça à notre époque. C'est revenu plus ou moins sous la forme du New Age, mais c'est vraiment parti. C'est un peu du gros n'importe quoi. J'en reparlerai sur la chaîne de tout ça, de tous les problèmes qu'il y a dans le New Age, parce que j'ai passé pas mal de temps dans ces milieux-là, puisque suite à mon expérience mystique, ben, j'ai tâtonné, hein, je suis allé vers ce qu'il y avait devant mon nez, hein, et donc on a besoin, il y a une soif de spiritualité, puisque la religion, on est dans un monde laïque, hein, la religion, pour tout un tas de raisons, elle a été euh, abandonnée, et de mon point de vue, à raison. Mais voilà, on a un peu jeté le bébé de la métacognition avec l'eau du bain. Et je redis, c'est un peu sous forme de slogan, mais ça capture bien ce- l'importance de tout ça. La nature nous pose des problèmes de survie, hein, tout simplement, hein, de pas se faire, de pas mourir de faim, hein, de pas mourir enseveli sous un volcan hein, ou par euh, des virus, des maladies, etc. Donc la nature nous pose des problèmes qu'on résout grâce à la technologie et à la science. Mais la science matérialiste, hein, j'entends. Mais la technologie nous pose de nouveaux problèmes. Donc ça, c'est toute la post-modernité donc, qui examine ça, hein. Ça modifie tellement notre environnement que ça perturbe notre anthropologie. Aujourd'hui, on a des armes qui permettent de détruire l'ensemble de la planète et la civilisation en même pas une journée. Et on n'a pas la maturité. Pour la maturité en tant qu'espèce pour gérer tout ça. En tout cas, on a intérêt à l'acquérir vite si on veut traverser le grand filtre et poursuivre l'aventure humaine, hein. Donc, la nature pose des problèmes qu'on résout par la technologie. Mais la technologie pose à son tour des problèmes qu'on ne peut résoudre que grâce à la sagesse. Et la sagesse, on l'acquiert en mûrissant. Et la maturité, on l'acquiert grâce aux expériences de vie, mais aussi grâce à la métacognition. Sinon, on galère, on se prend des baffes, des baffes, des baffes. Mais à un moment donné, c'est bien si on commence à prendre un peu du recul sur tout ça. Donc aujourd'hui, comme on est dans une ère particulière de grands bouleversements, notamment à cause de la guerre culturelle, c'est pas juste une philosophie de la sagesse qu'il nous faut, c'est aussi une philosophie de combat pour traverser cette époque de grands bouleversements. Bon, voilà ma position dessus. Donc, je rejoins Guénon sur vraiment beaucoup de choses, mais pas sur le rejet de la modernité, pas sur le repli sur une tradition figée parce qu'elle serait certaine. C'est ça le problème. Mais il y a plein de choses qui sont intéressantes à récupérer dans les anciennes traditions qu'on a oubliées et mis de côté, et dont on va vraiment avoir besoin pour traverser donc ce que j'appelle le grand filtre. Enfin, c'est Carl Sagan, si je ne dis pas de bêtises, qui a inventé ce terme très à propos. Voilà, j'ai clôturé cette série sur Guénon. Pour ma part, je me suis bien amusé à faire ces vidéos. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. J'espère au moins que ça aura enrichi vos réflexions. Ça vous aura montré un point de vue différent sur ces questions-là. Et je le ferai à l'occasion, mais je vous garantis que l'exercice que j'ai fait sur les couleurs, vous pouvez le faire sur beaucoup d'autres sujets, hein. Donc ça, ce sont les traditions, on va dire, ésotériques, occultistes. Il y a des traditions qui sont beaucoup plus dépouillées, hein. Le bouddhisme zen, c'est tu te mets devant un mur vierge et démerde-toi pour atteindre je sais plus comment ils appellent ça, le satori, voilà. Il n'y a pas toutes ces histoires. Donc, ces traditions spirituelles-là, elles sont pas vraiment attaquables, en fait. Il faut y aller, il faut se les coltiner. Euh, Moi, la mienne, enfin, celle que je connais le mieux, en tout cas, c'est le yoga. Donc, je comprends bien que il y a un côté, on peut pas se contenter de dire oui, mais ce sont des vieilles traditions complètement dépassées, qui contiennent rien du tout, c'est des mythes, des superstitions, machin. Non, non, non. Et le problème, c'est qu'effectivement, pour comprendre ce dont
par le yoga, il faut s'y consacrer pendant un bon paquet d'années, et puis en plus, il y a plein de pièges, donc le temps de comprendre véritablement de quoi ça cause, c'est pas de la tarte. Donc je comprends qu'il y a une difficulté fondamentale à dire oui, mais faut pas dénigrer comme ça les traditions spirituelles. Non, j'espère que c'est clair que c'est pas ce que je fais. Je dis, il y a plein de choses intéressantes, je suis même pas du tout contre ce que dit Guénon. C'est juste que ce qui me gêne, c'est ce qu'il ne dit pas. Je suis même d'accord avec tout ce qu'il dit. En plus, la manière dont il dit, il est très mesuré. Il y a absolument, il n'y a pas grand-chose à critiquer dans ce qu'il dit. Ce que je répète, hein, ce que je critique, c'est ce qu'il ne dit pas. Il ne parle pas de tout ce qui ne colle pas. Donc, pour étayer sa thèse de tradition primordiale. Et donc, bah ouais, la science, elle dit, ben non, on va aussi regarder ce qui ne colle pas. Et après, on se fera une idée. Et là, en l'occurrence, ben voilà, non, ça ne colle pas et ça peut pas être ça. Parce que ça, c'est une connaissance moderne, hein, je me répète, mais pour que ce soit clair. Mais ce sont des outils qui aident à naviguer dans la vie. Ce sont des outils cognitifs, c'est tous ces symboles, quand on les décode, qui aident à percer un peu les rouages de notre cognition, et c'est vraiment pas du tout à rejeter. Mais après, il faut comprendre à quoi on joue. C'est ce que j'essaie d'expliquer ici. Après, je suis pas forcément le gars le plus clair dans ces explications, parce que je pars un peu dans tous les sens. Je me suis réécouté, et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas très didactique, mais bon, voilà, je fais ce que je peux. Donc n'oubliez pas à commenter, liker, partager, ça aide la chaîne. S'il y a des sujets que ça vous intéresse que je traite, ben, soumettez-les moi. Ça peut être tel auteur ou tel truc de l'actualité sur lequel vous vous interrogez, je donnerai mon avis. Et là, je compte continuer un peu en fonction de l'actualité, et je vais reprendre ma série sur les inégalités, puisque j'avais commencé ça, je suis parti sur Guénon. Je pensais pas que ça serait si long, honnêtement. Je pensais faire une vidéo au début, puis je me suis dit non, c'est trop long, je vais découper, et puis je me suis retrouvé à faire 5 vidéos de... je sais pas combien je suis cette fois-ci, je vais être encore à 50 minutes, alors que je pensais faire 10 minutes au départ. Bon, bref. Donc je vais continuer sur les inégalités, parce que c'est le problème central de la guerre culturelle de notre époque, qui est une guerre spirituelle, hein, qui remonte à des principes philosophiques, qui remonte à des réflexions, quelque part, qui se basent sur de la métaphysique aussi. Hein. Donc on tourne toujours autour de toutes ces thématiques-là. Et c'est vraiment l'un des sujets qu'il va falloir mettre sur le tapis, là, les inégalités, et comment on va gérer ça de manière un peu plus mature que ce qu'on fait actuellement, hein, c'est-à-dire les inégalités c'est mal, et si t'es pas d'accord, t'es un méchant, quoi. Bah, on est niveau Walt Disney, quoi, là, de la réflexion. Donc voilà, j'espère. Je dis pas que j'aurai le fin mot de cette histoire des inégalités, mais j'essaie d'amener le débat un peu plus loin, quoi. Donc voilà, on va continuer tout ça.